Bonsoir les amis. Bon, j'espère que la connexion est bonne, que le son est bon. J'attends de voir combien de personnes arrivent, parce que pour l'instant je vois en direct, mais je vois personne. Donc voilà. Bah voilà, ça y est, ça arrive, vous arrivez. Bonjour à tous. Alors ce soir, un petit live, comme il est écrit, débriefing de la conférence de presse qu'il y a eu donc hier. Et là, je vais faire un direct en direct donc de Bamako. Au Mali, en Afrique. Bonsoir Marie, bonsoir Sylviane, ça y est, vous êtes arrivés. Alors que je vous explique, donc bonsoir à tous. Vu les conditions dans lesquelles je suis et mon forfait internet réduit, je ne pourrais pas faire un live assez long, mais je voudrais faire ce soir deux choses. Prendre 5 minutes pour vous expliquer un peu le contexte et l'enjeu de la conférence de presse qu'il y a eu hier à Bamako, au Mali, qui réunissait donc des patriotes maliens, des patriotes panafricains et moi-même, ainsi que Sébastien, moi-même représentant les Gilets jaunes constituants et Sébastien, l'Institut Schiller, et également donc une amie panafricaine qui s'appelle Ticheri. Voilà, donc je vais prendre 5 minutes pour vous expliquer l'enjeu et que vous puissiez comprendre les conséquences pour vous, les Français, de cette conférence de presse, les conséquences pour le Mali, et l'enjeu politique et l'enjeu énorme et massif de ce que ça a comme répercussion dans le pays ici. Et après, je vais essayer de prendre 5-10 minutes pour répondre à vos questions. Voilà. Donc, bonsoir à tous, hein, je vous vois arriver là. Marianne, Yvette, Martine, Camini, bonsoir à tous. Merci d'être là. Hier, on a fait une conférence de presse à l'invitation d'une association, ou plutôt d'une fédération d'associations au Mali qui s'appelle Yerewolo, pardon, qui veut dire debout sur les remparts, et qui réunit plus d'une centaine d'associations au Mali. Alors il faut savoir le contexte, c'est-à-dire que là, cet été, le peuple malien s'est soulevé contre son président, qui s'appelle toujours, mais qui était donc l'ancien président maintenant, qui s'appelle Ibrahim Boubacar Keïta. Et en fait, ce qui a mis le feu aux poudres, parce que bon, déjà, c'est quelqu'un qui est à la botte de ce qu'on appelle la France-Afrique, donc les intérêts financiers français, les intérêts des grandes entreprises françaises en Afrique. Voilà, c'est un valet servile de Macron qui lui-même est un valet servile de l'oligarchie financière. Donc c'est des politiques de pillage, de destruction du pays. Mais ce qui a mis le feu aux poudres et qui a soulevé le peuple malien de manière unanime, c'est qu'il a voulu imposer ici au Mali des normes de confinement qui ont été imposées en Europe. Et en fait, imposer des couvre-feux, fermer des commerces, etc., c'est impossible parce qu'ici, c'est une question, plus que chez nous encore, chez nous aussi, mais plus que chez nous, une question de survie immédiate au quotidien. Et donc, ça a mis le feu aux poudres, ça a créé un soulèvement populaire, mais général dans le pays, et l'armée a soutenu ce soulèvement populaire en allant arrêter Ibrahim Boubacar Keïta, qu'on appelle ici IBK. Et donc, du coup, nous sommes maintenant dans le pays dans une phase de transition. Donc le pays est dirigé par les militaires qui ont mis en place un conseil national de transition composé des différentes franges de la société civile malienne, pas des gens qui sont forcément d'accord, mais qui veulent repartir le pays, et préparer les élections prochaines, probablement l'année prochaine. Voilà, donc ça c'est la situation dans laquelle nous sommes arrivés au Mali samedi 16 janvier, à l'invitation donc d'une association qui a joué un rôle dans ce soulèvement populaire, et maintenant qui veut jouer un rôle et qui joue un rôle dans le Conseil national de transition. Et juste pour que vous ayez un sens du côté massif de ce qui s'est passé hier, donc il y avait, donc c'est à la maison de la presse de Bamako, pas moins de 25 médias officiels du Mali ou des pays autour qui étaient présents. Et là, j'ai pris un petit papier et j'ai noté un peu tous les médias qui étaient. Bon, pour vous, ça va pas vous parler, hein, mais c'était des médias nationaux qui étaient là. Et en fait, j'ai regardé sur Facebook, sur leur page internet, voir un peu l'audience que ça représentait au Mali. Et en fait, il faut savoir que l'ensemble de ces 25 médias, sans parler
des blogueurs qui étaient là, dont moi je connais pas, donc j'ai pas noté. Je parle juste des chaînes télé, des radios qui étaient là, qui étaient identifiables sur leur micro, voilà, j'ai noté. Ça fait au bas mot une audience de 3,6 millions de personnes. Donc hier, dans la conférence de presse avec mon gilet jaune, j'ai parlé à une audience potentielle de 3,6 millions de Maliens. Il faut savoir qu'au Mali, il y a 20 millions de Maliens. Sur ces 20 millions, il y a 3 millions qui vivent à Bamako. Voilà. Donc, qu'est-ce qui a été mon message? Très simplement, à ces quelques 3 millions de Maliens en potentiel. Juste pour vous ayez une idée, hein, il y a une chaîne qui s'appelle Cathy24 qui, elle, rassemble déjà 700 000 abonnés sur leur page Facebook. Il y a une autre, c'est Bamada Bamako, Bamako Bamada, c'est du 500 000. Donc déjà, deux chaînes, ça fait plus de 1 million d'abonnés. J'ai dit tout simplement une chose très simple, c'est que l'oligarchie mondialiste, son terrain de jeu, c'est pas la France, c'est pas le Mali, c'est le monde entier, et que ils se coordonnent pour leurs intérêts propres et détruire et asservir l'ensemble des peuples. Eh bien, nous devons être des forces qui s'organisent de par le monde contre cet ennemi commun. Et ça a été très 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 bien reçu dans un pays où en 2012 le gouvernement malien de l'époque, avec le peuple qui était assez d'accord, a demandé à la France de venir aider à se débarrasser des djihadistes. Maintenant, on est en 2020. Et en fait, la plupart des Maliens ne veulent plus de la présence de l'armée française au Mali pour deux raisons. La première, l'armée a montré son inefficacité. Le djihadisme n'a pas reculé au Mali, bien au contraire. Quand les Français sont arrivés, l'armée française est arrivée, je rappelle que le chef des armées en France s'appelle Emmanuel Macron, le même qui nous tabasse dans les manifestations. Donc voilà, donc le problème c'est pas le soldat, mais les ordres qui sont au-dessus du soldat. Les Maliens ont constaté deux choses, une inefficacité donc de résoudre le problème du djihadisme. Quand ils sont arrivés en 2012-2013, la plupart des djihadistes étaient cantonnés au nord du Mali, la partie la plus désertique. Maintenant, ils sont quasiment aux portes du Bamako avec des petites villes, des petites localités qui sont contrôlées donc par les djihadistes. Donc déjà, inefficacité d'un point de vue militaire. Et la deuxième chose, c'est le fait que l'armée française, de facto, avec les ONG françaises, se comporte comme une armée d'occupation pour dominer la région, pour avoir son influence dans un pays qui a du pétrole, du gaz, dans un pays et dans une région, le Sahel, qui est une région stratégique, un carrefour entre le Maghreb, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Donc voilà, donc les Maliens maintenant, quasi unanimes, demandent le retrait de l'armée française, qu'elle retourne à la maison. Et pour beaucoup de Maliens qui ont regardé la télévision en 2018-2019, ils ont vu ces gilets jaunes, nous, se lever, ils nous ont vus être tabassés, maltraités, etc. Et pour eux, je peux vous le dire, la vraie France, les vrais Français, c'est nous les gilets jaunes, ce peuple travailleur qui s'est fait plus que trahir par son gouvernement. Et du coup, assez naturellement et de manière massive, je rappelle, je me suis adressé hier à une audience potentielle de 3,6 millions de Maliens. 3,6 millions de Maliens. Très vite, ce sentiment d'une alliance entre les peuples contre un ennemi commun, contre l'oligarchie. Je parle d'oligarchie à des Maliens qui comprennent très bien cette notion. Même s'ils ne vont pas utiliser le mot, ils le comprennent très bien cette notion. Et donc cette alliance des peuples contre l'oligarchie, c'est quelque chose que nous vivons maintenant depuis 2 jours. Et c'est quelque chose qu'on a développé pendant ces 2 heures de conférence de presse avec les amis panafricains. Et ça a été très très bien reçu. Maintenant, ce que nous préparons, c'est une grande fête, on l'appelle la fête de l'armée, en soutien à l'armée malienne, qui va demander donc le retrait de l'armée française, qu'ils retournent à la maison pour faire leur travail de protection des Français là-bas, chez nous, et pas ici au Mali. Donc la fin de la France-Afrique, la fin de cet néocolonialisme. Et j'ai bien précisé, et ça les Maliens comprennent, que ça ne correspond pas du tout au sentiment des Français.
Il y a un article du Point, mais bon, on n'a pas besoin de lire le Point pour le savoir, mais il y a un article du Point du 12 janvier de cette année qui dit que plus de la moitié des Français ne comprennent pas la présence de l'armée française au Mali et pensent que c'est inutile et qu'il faudrait que l'armée française rentre à la maison. Donc il va y avoir cette fête de l'armée mercredi 20 janvier, et là, moi, en tant que gilet jaune, qui quelque part, de facto, même si je ne vous ai pas demandé, représente le mouvement des Gilets jaunes, je vais m'adresser à des millions de Maliens à Bamako. Donc toujours sur ce même message positif d'une alliance des peuples. Donc voilà, je voulais prendre un moment voilà, pour vous dire ça, pour que ceux qui n'ont pas vu la conférence de presse ou ceux qui l'ont vue comprennent l'enjeu. L'enjeu pour vous, l'enjeu pour ici au Mali. Voilà, les gilets jaunes représentent plus que eux-mêmes. Lorsque vous portez le gilet jaune, vous représentez plus que vous-même dans votre pays et vous représentez même plus que vous-même à l'international. Donc ça c'est très important parce qu'il ne faut pas se démobiliser. On dit toujours on ne lâche rien. Je vois, nous avons constaté, vous et moi, qu'il y a une remobilisation des Français dans des manifestations massive autour de la loi sécurité globale depuis décembre. Je crois pas me tromper en disant qu'au moins une fois, on a dépassé le million de Français dans les rues. On a la dernière manifestation là à Paris ce samedi 16 janvier, pas mal de monde. Donc voilà. Donc c'était pour vous dire, voilà, vous placez un peu le contexte dans lequel ça a lieu. L'éviction de Ibrahim Boubacar Keïta l'été dernier. Cette transition avec le Conseil national de transition et cette aspiration donc des Maliens à travailler avec tous les peuples du monde qui combattent l'oligarchie. Donc voilà. Voilà. Maintenant, place à vous. Si vous avez des questions, je vous remercie d'abord pour vos merci, pour les bons courages, etc. Si vous avez des questions, voilà, je vais essayer d'y répondre là dans les 5-10 minutes qui viennent. Vous imaginez bien, ici à Bamako, les conditions pour un forfait internet et faire des lives ne sont pas toujours les meilleures. Donc voilà, alors Aimé 2, comment peut-on savoir que le Conseil national de la transition au Mali ne va pas renier son peuple comme souvent, surtout avec la présence de l'armée française sur place, sachant qu'on s'imagine, excusez-moi, qu'on s'imagine bien qu'ils ne sont pas là pour l'intérêt des Maliens, comme vous l'avez rappelé, et ne sont sûrement pas là, vont pas repartir en laissant les clés aux Maliens comme si de rien n'était. Bah oui, exactement, oui. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans le Conseil national de transition, vous n'avez pas que des gens patriotes maliens qui ne sont pas dans le Conseil national de transition. Vous avez des Maliens qui sont dans le Conseil national de transition. Vous avez par exemple quelqu'un qui est dans le Conseil national de transition qui s'appelle Ben Diarra, Monsieur Ben Diarra, qui on peut dire est vraiment quelqu'un d'incorruptible et qui est connu comme tel au Mali. Ce sont des gens qui ne laisseront pas passer une miette de compromis avec ça. Donc ça c'est une chose. Mais effectivement, M2 ou ME2, rien n'est gagné, tout reste à faire. Et là, le but, c'est de continuer à avancer maintenant dans cette phase de transition. Et par rapport à la deuxième partie, effectivement, quand l'armée française partira, si elle part, la France, pas vous les Français, pas moi, la France, nos représentants officiels, c'est-à-dire en fait des gens qui ne représentent pas nous, mais qui représentent ces milieux financiers, cette oligarchie, qui représente Vincent Bolloré, qui représente Patrick Drahi, etc. Tous ces gens qui ne sont pas braves, justement, sont des valets serviles de l'oligarchie. Donc c'est clair qu'ils sont en guerre contre leur propre peuple, nous, et contre les peuples en Afrique. Donc c'est clair qu'ils ne laisseront pas faire. Ça sera une guerre financière, ça sera une guerre politique, ça sera une guerre culturelle pour vous dire qu'au Mali, ce sont vraiment des gens irresponsables, qu'encore une fois, il y a des gilets jaunes irresponsables au Mali qui vont soutenir des gens irresponsables, des patriotes maliens, mais en fait, ils vont présenter ça comme des gens irresponsables. Donc rien n'est encore joué. Et effectivement, voilà, le départ de l'armée française ne suffira pas. Le vrai enjeu, c'est que le Conseil national de transition est un programme de développement par et pour les Maliens, programme de développement économique. C'est la question du franc CFA et justement les Gilets jaunes constituants, c'est une raison aussi de pourquoi on a été invités, ont été très clairs sur le fait que ni en France, ni au Mali, ni dans la plupart des pays d'Afrique, les peuples ne contrôlent leur monnaie et sans souveraineté monétaire, pas de décider de notre destin. Et les peuples veulent décider de leur destin. Donc ça, c'est un réel enjeu. Alors ensuite,
Pierrot de France, monnaie nationale, étalon or, banque centrale contrôlée par le peuple. Alors oui, c'est des très bonnes questions. Il faut savoir que ce sont des questions qu'on peut discuter avec les Maliens. Même si parfois ils parlent bien le français, vous savez qu'ici la langue usuelle du peuple c'est le bambara. Il y a des soniqués, etc. Les bambara, c'est 40 millions d'Africains qui parlent bambara, hein, donc c'est énorme. Et la plupart des Maliens parlent bambara. Beaucoup parlent français, mais le malien du peuple, le malien de la rue, parle pas toujours très bien français. Bah même avec lui, je peux avoir des discussions justement sur ça, parce que, et ça il faut bien comprendre, il y a eu le premier président du Mali à l'indépendance. L'indépendance c'est en 1960 ici, s'appelait Modibo Keïta. Et Modibo Keïta était quelqu'un d'honnête, qui avait une vision, qui disait une chose simple. Ceux qui dirigent le pays, ce sont les premiers à devoir se sacrifier et les derniers à se servir. Et c'est vraiment quelqu'un qui est respecté ici. Il a été assassiné en 1968 par les forces oligarchiques de son pays et internationales, parce que justement, il a créé le franc malien. Il est sorti du franc CFA, il a créé le franc malien, il a voulu créer une banque nationale, et dans ses discours, il a expliqué aux Maliens que si on veut contrôler notre destin, si le peuple malien veut contrôler son destin, il faut qu'il contrôle sa monnaie pour diriger l'argent vers des investissements utiles aux Maliens ou que les Maliens jugent utiles ou prioritaires dans telle ou telle infrastructure. Il l'a fait, malheureusement, très vite c'est tombé à l'eau parce qu'il a été assassiné et que derrière il y a une destruction forte du pays. Et aujourd'hui le Mali est parmi les derniers en termes de pauvreté dans le monde, sur les 189 pays, je crois qu'il est le 186e ou 187e. Mais ça veut dire qu'il y a cet héritage de Modibo Keïta, donc des gens récupèrent cet héritage et le savent. Donc on a des discussions sur monnaie nationale, évidemment, et que cette monnaie ne trouve pas sa valeur par rapport au dollar, mais par rapport à quelque chose de tangible, de réel, effectivement, une monnaie référence, dont la référence serait l'or. Et c'est vrai qu'en Afrique, un certain nombre de pays, vu leur exploitation d'or, si c'était fait pour eux et par eux, bah, ça serait pas trop un problème. Mais oui, c'est des discussions qu'ils ont grâce à l'héritage donc de Modibo Keïta, premier président du Mali. Alors, Jean Vess, à ta connaissance, y a-t-il des forces politiques en France qui se prononcent contre cette politique impérialiste au Mali et derrière aussi le départ de l'armée française? Oui, il y en a, hein, y a des politiques. La France Insoumise a dit qu'il était temps que l'armée française rentre, donc il y en a. Maintenant, ce qui pose problème, c'est qu'ils vont pas au bout du raisonnement. C'est-à-dire, ils ont toujours cette retenue à parler d'oligarchie financière sur les plateaux télé parce qu'ils vont se faire taper sur les doigts. Et il faut bien commencer d'abord par désigner l'ennemi commun pour créer ce que nous sommes en train de faire là concrètement, ce que j'essaye de faire au mieux avec mes faibles moyens en tant qu'individu et de représenter au mieux les gilets jaunes constituants et même les gilets jaunes, c'est cette alliance des peuples contre l'oligarchie. Mais il faut savoir très clairement qu'il y a une peur des plus audacieux de nos politiques de parler sur les plateaux télé d'oligarchie. Là, c'est nous devons libérer cette parole, nous devons... Alors là, il y a un premier bug d'information. Mais donc, il y a des prises de position, mais il ne faut pas aller juste de la position, il faut dénoncer l'ennemi, et il faut dire que voilà, partout dans le monde, les peuples se lèvent, de Bamako à Paris, de Brest jusqu'à Gao, voilà, les peuples s'organisent et désignent l'ennemi. Donc les politiques doivent aussi, s'ils veulent prétendre représenter le peuple, en France qu'au Mali, désigner l'ennemi, oligarchie et donner des noms. Voilà. Je vous en ai donné deux par rapport à la France-Afrique, Patrick Drahi et Vincent Bolloré, mais on pourra en citer d'autres. Alors, Pierrot de France, constituante, médias sous forme de coopérative de salariés associés. Alors, pas vraiment, parce que donc c'est tout nouveau, hein, la transition, c'est-à-dire que c'était cet été. C'est une phase de transition, il y a plusieurs choses en laboratoire. Pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est que la parole est libérée, on peut parler au Mali, et je peux vous dire qu'avant, on pouvait pas. Voilà. C'est toujours compliqué, c'est toujours tendu. Il faut que vous sachiez, d'ailleurs, ça va vous faire rire, mais c'est quand même révélateur. Lorsque moi, Sébastien et Thichéry, nous sommes arrivés donc à l'aéroport international de Bamako le samedi dernier, donc des camarades nous attendaient.
Il faut savoir qu'ils ont noté qu'il y avait une voiture diplomatique, donc ils ont été discutés, et ils ont découvert qu'il y avait 2 personnes qui représentaient l'ambassade de France qui voulaient bien vérifier que c'était bien nous qui étions arrivés. Et quand on a voulu leur demander pourquoi, on n'a pas eu de réponse et ils sont repartis. Donc, bon, on va dire que c'est des renseignements. Mais voilà, donc c'est pour dire que la situation est compliquée. Il y a donc les djihadistes qui sont présents, surtout au nord, mais aussi maintenant au centre du Mali. Donc il y a une situation qui est militaire compliquée, une situation politique compliquée. Il y a encore les relais de la France-Afrique qui sont toujours là. Donc on n'est pas au niveau d'une constituante, soyons très clairs. Mais déjà la parole est libérée. Donc il y a une capacité à parler et par exemple moi en tant que gilet jaune je peux parler aujourd'hui, je peux attaquer l'impérialisme et l'oligarchie. Il y a un an de ça je ne pouvais pas, j'aurais même pas été invité au Mali. Voilà. Alors je descends, il y a beaucoup de questions et je vous remercie. Hein. J'essaierai peut-être d'y répondre à un moment parce que voilà le temps passe. Donc voilà beaucoup de commentaires sur la monnaie, sur voilà. Alors juste par rapport à une question qui est posée sur la TVA, la taxe et la transition. Les questions ici ne sont pas forcément les mêmes que les nôtres, mais il faut savoir que il y a dans le ras-le-bol qui a provoqué le soulèvement populaire, il y avait 2 choses. Il y avait les mesures du confinement qui allaient empêcher le petit commerce du quotidien, donc la survie même de millions de Maliens, donc voilà. Et la deuxième chose, c'est les tracasseries de la police, où pour la moindre des choses, pour construire un mur devant chez soi, pour déplacer des choses dans la rue, pour installer devant son commerce, il y avait des tracasseries policières, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas la loi qui interdisait, mais des tracasseries policières, et il fallait donner le petit billet pour être tranquille. Ça, voilà, j'ai discuté avec des gens au marché de Bamako, qui s'appelle Malimak ici, une sorte de grand souk pour avoir une image du truc. Et voilà, les gens me disent, pour l'instant, en tout cas, ils nous laissent tranquilles, et c'est fini. Ça ne veut pas dire que les policiers ne sont pas corrompus, que la corruption est passée à zéro, mais voilà. Donc on n'est pas au niveau de taxe sur la valeur ajoutée, impôt, c'est pas le même système qu'ici. Mais c'était surtout qu'avant, il y avait beaucoup de tracasseries où il fallait donner le petit billet pour pouvoir faire des choses qui n'étaient pas en tant que telles interdites. Là, ça s'est calmé et les gens peuvent se rassembler, faire leur business, entre guillemets. Mais encore une fois, leur business, c'est pas le business, c'est la survie immédiate pour au quotidien. Voilà. Alors, je vais prendre d'autres questions. Les djihadistes sont des hommes mis là par Soros qui finance cela. Eliane Dubois. Oui, c'est clair qu'il y a des fous. La Terre a toujours produit des fous. Mais la vraie question qu'il faut poser, c'est où trouvent-ils les armes et l'argent? Et par rapport à la situation malienne, il y a 2 choses qui sont claires, et c'est là les conséquences des politiques. Les armes viennent principalement de Libye et de Syrie. Et ça a à voir avec le bordel qu'a foutu, entre autres, François Hollande, Cameron et Obama à l'époque, et en Syrie, et par rapport à la Libye de Kadhafi, peu importe ce qu'on pense de la Kadhafi, mais en tout cas le résultat est pire, bien pire qu'avant. Donc les armes viennent de là-bas. Et l'argent, ben, c'est la question du financement du terrorisme, la question non pas de rumeurs, mais des rapports de l'ONU sur le Qatar et l'Arabie Saoudite. J'ai pas besoin de vous préciser, vous le savez très bien, que c'est les amis officiels de nos valets serviles français. Tapis rouge sous Sarkozy, tapis rouge sous Hollande, tapis rouge toujours sous Macron. Donc c'est, je pense, par rapport à ton commentaire, c'est dans ce contexte-là qu'il faut remettre. M2, alors oui, j'ai déjà répondu à une question, mais je me permets d'aller voir d'autres. Alors, il y en a beaucoup. Steph Slap, que fait-on de la bourgeoisie qui se cache derrière Bolloré et Drahi? Ah, c'est une très bonne question. Déjà, c'est voir, je prends l'exemple de Bolloré, parce que Bolloré, c'est la colonisation à l'extérieur, c'est des organismes comme le FMI qui détruisent des pays africains en les surendettant. Et une fois qu'ils sont au pied du mur, ils n'ont pas d'autre choix que vendre leur chemin de fer, vendre les concessions de ports, bref, des enlieux stratégiques pour ces pays-là. Et Bolloré vient les acheter. Donc il contrôle des aéroports, contrôle des ports, contrôle des routes, contrôle des mines, contrôle des chemins de fer. Colonisation à l'extérieur. Colonisation à l'intérieur, dans notre pays, un exemple, il détient tout un parc de médias, CNews.
Il y a deux grandes chaînes, vous savez, en continu, BFM, mais aussi CNews. CNews est détenu par Vincent Bolloré. Donc voilà, ça c'est la colonisation intérieure. Donc de comprendre déjà ce lien, ça permet d'attaquer où il faut ce genre de choses. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, la deuxième chose, c'est que ces gens-là financent pour les élections présidentielles. Les élections présidentielles, c'est pas dans 5 ans chez nous, c'est dans 1 an maintenant. Donc l'enjeu de la présidentielle 2022, qui va définir les termes du débat? Est-ce que c'est nous, le peuple? Ou est-ce que c'est, comme d'habitude, l'argent de ces oligarques et leurs médias? Deuxième terrain ou deuxième flanc pour les attaquer. Le premier, le lien entre la colonisation interne et la colonisation extérieure. Colonisation intérieure et colonisation extérieure. Deuxième, l'enjeu des présidentielles et ce qu'on va, nous, dès maintenant déterminer. C'est pour ça que nous, on a lancé cette stratégie et on ne va pas s'arrêter là avec les constituants. Sur cette proposition de loi pour donner un élément, j'ai bien un élément, et vous allez être plein de surprises cette année, pour que la dette soit une question imposée par le peuple dans le débat, pour qu'au moins il y ait un élément du débat national à la veille de la présidentielle où on va discuter de ce que le peuple souhaite qu'on discute. Point. Et donc il va falloir s'organiser, on n'est qu'au début, on a une stratégie, on a une tactique, évidemment si je vous la balançais comme ça, on se cramerait. Donc petit à petit, on va commencer par des choses doucement, etc. On va essayer de vous mobiliser, des choses très simples, on va aller étape par étape, et vous allez voir, on va gagner en puissance. Mais ça fait partie d'une stratégie d'ensemble où il faut qu'on détermine le débat des présidentielles. Donc ça c'est le deuxième flanc. Et le troisième flanc, monter des équipes, comme dirait l'autre, bande de 1, vous avez compris, c'est-à-dire faire des pressions sur les institutions ou sans ces gens-là. Nous-mêmes, nous sommes intervenus donc, dans la tour Bolloré avec nos partenaires de Urgence panafricaniste et la tour Bolloré dans les Hauts-de-Seine. Et CNews, on l'a peut-être pas assez attaqué, mais on l'a attaqué aussi. On n'a pas été dedans encore pour l'instant. Donc voilà, 3 pistes pour attaquer ces oligarques-là. Alors, il y a quelqu'un qui a craqué, comme dit Aziz, sommes-nous toujours sous la menace de l'islam? Bon, on va faire un débat là-dessus, mais islam, ça veut dire paix. Et les fous qu'on dit de Dieu, ça a toujours existé. Il faut vraiment se poser la question. C'est pas avec 2 bouts de ficelle et 3 cailloux qu'on fait un mouvement djihadiste international. C'est avec de l'argent, des financements, des réseaux, du transport, des armes. Et tout ça, ça vient en fait via des ONG, via des groupes d'intérêt, où derrière, en fait, ce sont l'oligarchie française, l'oligarchie américaine, l'oligarchie anglaise. Ça s'appelle de la géopolitique pour contrôler des zones d'influence. Donc, c'est pas nouveau et c'est pas propre à l'islam, pas du tout. Donc, ce qui a détruit la civilisation européenne pendant pas mal de siècles, c'était la guerre entre chrétiens, protestants et catholiques. C'était pas juste des gens qui n'étaient pas d'accord entre eux. C'était derrière la volonté de détruire un mouvement d'émancipation. Alors dans le contexte de l'époque, on est 15e, 16e siècle, soyons clairs, mais un mouvement d'émancipation d'intellectuels, d'éléments éclairés pour le peuple. Voilà. Je dis bien dans le truc de l'époque. Mais que les gens au moins puissent manger correctement. Voilà, c'était pas au niveau de la démocratie première, pas encore, mais au moins, voilà. Et pour détruire ça, ils ont fait cette guerre qui a laminé des familles, qui a laminé des gens, en fait. C'était, voilà. Donc, c'est pas un problème religieux, c'est pas un problème de l'islam, c'est un problème politique. Voilà. Louisa, pourquoi j'ai envie de savoir, ça dérange, je sais pas si c'est par rapport à ce que je viens de dire. En tout cas, voilà, il faut vraiment regarder la question du financement. Et ça vous soulève non pas une question religieuse ou spirituelle, mais une question bien politique. Alors, ensuite, la Moussa nous dit « Vive les peuples français ». Oui, les peuples français éveillés qui combattent l'oligarchie dans la fraternité de lutte. Nadine, merci à vous les constituants. Ok. Alors, ensuite, je monte. Bon, en tout cas, c'est bien. Alors, M2, quelles sont les ressources intérieures du Mali si jamais un blocus, sorte de punition de l'oligarchie pour oser vouloir son indépendance, se met en place dans le pays? Ah oui, d'accord, mais je comprends ta question.
Qu'est-ce qu'est leur ressource intérieure qui leur permettrait de survivre à un sorte de blocus monumental? Bon, il faut savoir que, bon, c'est une bonne question hein, en tant que telle, mais surtout, il faut le prendre vraiment d'un point de vue supérieur. Nous sommes en guerre contre l'oligarchie. Il faut qu'on se coordonne entre peuples. Voilà, ça c'est le mot principal. Je vais essayer qu'on ait un direct dans lequel je vais intervenir devant potentiellement là des millions de Maliens, pas à la télévision, hein. Ils vont être devant moi sur la place de l'Indépendance à Bamako ce 20 janvier. Je peux vous dire qu'en France, il y a des gens, ils apprécient pas du tout. Et je parle pas de vous, vu vos commentaires positifs. Donc voilà. Donc, il faut vraiment prendre un point de vue supérieur. Nous sommes en guerre ouverte contre l'oligarchie. Elle nous fait la guerre. Là, l'élection américaine, on a volé le vote des Américains, fraude massif. Pendant qu'en France, les parlementaires, certains parlementaires, essayent de faire passer le vote par correspondance au nom des mesures sanitaires pour la prochaine présidentielle, alors qu'aux États-Unis, le vote par correspondance a été un outil pour une fraude massive aux dernières élections qui a fait amener le candidat de Wall Street, Joe Biden, et le candidat de ce chaos. Donc c'est mondial. C'est mondial. C'est pas juste au Mali, c'est pas juste en France, c'est pas juste aux États-Unis. C'est un phénomène mondial. Et à ces forces du mal, il faut opposer les forces de paix, les forces de bien, les forces de prospérité. Des gens qui ne sont pas forcément d'accord, qui même des fois se comprennent pas, mais qui ont clairement identifié qu'il y a un ennemi commun. Pour ça, je reviens toujours. Si vous avez un politique ou une politique qui vous semble sérieuse, vous lui dites, dès qu'elle a un peu d'audience sur les réseaux sociaux, dès qu'elle a un peu d'audience sur les plateaux télé, cette personne parle d'oligarchie financière, qu'elle donne des noms. Il est temps à un moment donné de nommer l'ennemi commun. Et ensuite, évidemment, d'élaborer une stratégie commune pour y mettre fin. Mais le premier départ, c'est bien d'identifier l'ennemi. Voilà. Bon, il y a plein d'autres questions. Je vois que le temps passe et moi, je n'ai pas un forfait à rallonge, malheureusement, et je voudrais pouvoir assurer la chose pour mercredi. Donc là, je vais publier un certain nombre d'articles, de choses dans les jours à venir, dans les heures et les jours à venir. J'ai rencontré une députée du Conseil national de transition, où on a pu commencer à mettre en place une sorte de coordination de peuple français et malien contre l'oligarchie financière. Là, on est en train de faire plusieurs plateaux TV et plateaux radio. Demain, on est invité par le principal syndicat des commerçants du grand marché de Bamako. Je rappelle, Bamako, c'est 3 millions d'habitants. Et vous avez le plus grand marché, c'est inimaginable, quoi. Vous n'avez jamais vu ça en France. Et demain, on est invité par le syndicat. Donc voilà, il y a différentes choses qui vont arriver. Je vais publier au fur et à mesure. Et comme ça, vous pourrez voir un peu la chose. Évidemment, ça sera surtout d'un point de vue malien. Mais n'oubliez jamais le lien avec ce combat commun, cette souffrance commune contre l'ennemi commun, contre l'oligarchie. Et de retour en France, on prendra aussi le temps de répondre plus peut-être à vos questions, essayer de voir pour être interviewé aussi par certains médias sérieux dans notre pays. Et voilà. John, cette guerre ne peut-elle être pénale? Il est prouvé que les choses sont illégales. La guerre, elle se fait d'abord sur le terrain. Il faut être présent sur le terrain, mais il faut viser juste. Et pour viser juste, il faut être clair en amont de qui on vise, ne pas se tromper d'ennemi, et quelles sont ses faiblesses, quels sont ses atouts, ses forces, et de viser où ça fait mal. Donc ça, c'est important, d'être sur le terrain. C'est surtout là que ça... Bien sûr, il y a la guerre de communication, bien sûr, il y a la guerre... au niveau des lois, etc. Il ne faut pas les ignorer, mais vraiment, c'est sur le terrain. Voilà. Eliane, les Africains se réveillent enfin. Oui, et pas que les Africains, c'est vraiment mondial. Voilà. Bah, écoutez, merci à tous. Vraiment, sachez que vous êtes comme si vous étiez avec moi. Voilà. J'espère que j'ai été et que je serai ce mercredi à la hauteur de ce que je représente, parce que pour les Maliens, je ne suis pas Yannick, gilet jaune constituant du 93. Pour les Maliens, je suis gilet jaune. Je peux vous dire, même dans les rues, il y a des gens, ah, gilet jaune et tout. Ils m'ont reconnu dans la conférence de presse. What? Donc voilà, c'est la folie. Enfin, donc j'espère
que je serai digne. Et comme on dit, force et honneur les amis. Et on lâche rien, faut jamais rien lâcher. Et ça fait vraiment plaisir là quand je partais pour le Mali de voir qu'il y avait beaucoup de gens mobilisés là à Paris, que ça y est, on reprend des manifestations, on n'est pas juste quelques centaines, voilà, on est quelques milliers, etc. Il y a encore beaucoup à faire. Et c'est pas que les manifestations, soyons très clairs. Mais ça fait plaisir de voir là qu'il n'y a pas là, il y a encore de la vie dans notre peuple. Donc voilà, on continue. Merci à vous, à bientôt. Et comme on dit ici, iniche, ce qui veut dire merci en bambara.